Madame, Monsieur, bonsoir. Le sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a pris fin à Accra, au Ghana, hier dimanche. Principale décision, le durcissement des sanctions individuelles contre les dirigeants maliens, en cause la tenue des élections initialement prévues pour le 27 février prochain. Alors que les autorités de transition afficheraient ouvertement leur volonté de reporter les élections présidentielles et législatives, ce qui n'est pas de l'avis du cadre d'échange de partis et de regroupement de partis politiques pour une transition réussie au Mali, qui rejette, lui, cet éventuel report. Pour rappel aussi, le 25 octobre dernier, le représentant de la CEDEAO au Mali, Hamidou Boli, a été expulsé du Mali pour, je cite, agissement incompatible avec son statut, pour reprendre le communiqué du ministère malien des Affaires étrangères. Analyse de la situation de ses tenants et aboutissants en compagnie depuis Dakar, de Bakary Sambé, directeur régional du Timbuktu Institute, également par téléphone, professeur Abdoul Sogodogo, vice-doyen de la faculté des sciences administratives et politiques à Bamako, et aussi par téléphone, Ora Moussa Diawara, président du mouvement Jeunesse Avenir. Bonsoir messieurs, merci d'être avec nous. Alors peut-être avant de parler de cette décision de ce sommet extraordinaire de la CEDEAO, un rappel des faits depuis le 18 août dernier, date du putsch au Mali. Je commencerai par vous, Bakary Sambé. Merci et bonsoir à tous les téléspectateurs. Je crois que la situation malienne, telle que cela se déroule aujourd'hui, a un peu inquiété quand même la communauté internationale, mais aussi est une préoccupation de l'instance sous-régionale, la CEDEAO, avec ce pays qui depuis 10 ans est dans une crise sécuritaire, politique profonde, mais cette situation vient d'être aggravée par ce double coup d'État qu'il y a eu en l'espace de 6 mois. Je crois que voilà la conjonction de plusieurs éléments qui font que le Mali, où on espérait une sorte de crise, est en train de s'enliser quelque part sur le plan politique, d'une part, avec une crise institutionnelle politique à Bamako claire, que l'on voit aujourd'hui, mais aussi sur le plan sécuritaire, d'autant plus que la question sécuritaire ne s'améliore pas du tout au nord, mais aussi au centre, qui devient aujourd'hui un sujet de préoccupation pour ce pays-là. Professeur Sogodogo, alors donc depuis mai dernier, eh bien, il y a eu de nouvelles sanctions de la CEDEAO puisque on reproche peut-être que eh bien, la nomination des 2 civils qui avaient permis de lever les sanctions eh bien, a été annulée par le colonel Assimi Goïta. Donc comment la situation s'est-elle ou a-t-elle évolué depuis d'abord mai dernier, mais aussi quels sont tous les éléments qui ont fait que la CEDEAO a pris cette décision hier? Bon, visiblement, la connexion a été interrompue avec professeur Sogodogo. Alors, Ora Moussa Diawara, bonsoir. Donc, vous êtes président du mouvement Jeunesse Avenir. Quelle est votre analyse de la situation depuis août? Le Mali est dans une crise. Je pense que cette crise, elle est beaucoup plus profonde. Ce n'est pas seulement une question de démocratie. Moi, je pense que les responsabilités sont partagées à tous les niveaux. Et le coup d'État est survenu. C'était, à mon avis, s'il n'y avait pas le coup d'État, il y aurait eu d'autres choses. Donc, ce qu'on connaît en termes d'expression de tout ça, là, c'est le coup de force. Le peuple a tiré, le peuple a marché, le peuple a tout fait. Mais le peuple ne peut pas aller au-delà. Donc, il a fallu que les militaires prennent le pouvoir. Et nous avons vu ce qui s'est passé depuis le 18. Et depuis le 18, qu'est-ce que nous voyons, nous, en tant que société civile? Il y a eu des objectifs qui ont été... Il y a eu des déclarations d'intention qui ont été faites et c'était acceptable au début. Mais arrivé à un certain moment, on peut, après une année, faire le bilan de ce coup d'État du 18. Et jusqu'ici, aucun objectif n'a été atteint. Et on nous demande, après, à la grande surprise, il y a eu un contre-coup d'État, ou sinon un second coup d'État. Donc, et voilà, on est encore là à nous demander à prolonger la transition. Mais moi, à mon avis, ça c'est un avis personnel. Je pense que d'un côté, nous avons la CEDEAO qui veut
montrer l'exemple, qui veut sanctionner, qui veut coûte que coûte qu'on respecte la démocratie. Et au Mali, ici, on veut prolonger encore la transition pour rester un peu plus au pouvoir. Et tout ça là, des deux côtés, il faudrait qu'on revienne. On ramène le ballon au milieu et qu'on dit que tout ça là, c'est fait au nom du peuple. Et c'est pour le bonheur du peuple malien que c'est là en train d'être fait. Donc, il faut que ça soit inclusif à tous les niveaux. Donc, les décisions. Aujourd'hui, sanctions, le Mali n'en a pas besoin. Heureusement que ça n'a été que des sanctions ciblées contre des personnalités. Imaginez si ça avait été des sanctions économiques contre le Mali. Donc, c'est le peuple qui a... Moi, mon souci, c'est à ce niveau. Nous, Maliens, nous souffrons aujourd'hui. Et tout ce que nous voyons en face, ça ne nous rassure pas du tout. Ça ne nous rassure pas du tout. Et nous risquons de nous retrouver dans les mêmes erreurs, à mon avis, si nous continuons sur ce schéma-là. Bakary Sambé, alors, sur les 14 membres restants, pour le coup, de la CEDEAO, qui a voté cette sanction? Qui a voté pour? Je n'ai pas été dans le secret de ces votes-là, avec ce huis clos qui avait été organisé lors du sommet d'Accra. D'ailleurs, il y avait aussi quand même d'autres acteurs qui étaient admis dans cette réunion-là. Et je crois que la CEDEAO a décidé en toute souveraineté avec l'autorité de la CEDEAO qui a pris cette décision de manière collégiale. Maintenant, je crois que selon les pays, l'approche ne peut pas être la même. On a vu le Sénégal qui, dès le début de la crise malienne, de cette crise politique institutionnelle, n'était pas beaucoup pour des sanctions contre le peuple malien en tant que tel. Et certainement, cette doctrine a pu pousser à cibler ces sanctions-là et de ne pas être dans une forme de généralisation d'une peine sur une population qui, en définitive, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, n'a rien demandé. Cette population qui aspirait à des meilleures conditions de vie, avec ce qu'on a vu, toute la mobilisation du M5 RFP et d'autres acteurs de la société civile jusqu'à la chute du président Ibrahim Boubacar Keïta, cette population-là était éprise de liberté, était éprise de plus de démocratie. Mais paradoxalement, cette quête de liberté et de démocratie a abouti à un coup d'État, un coup de force. La situation venait à être aggravée quelques mois après avec ce second coup d'État qui, quand même, à mon avis, a un peu remis à l'ordre du jour une forme de désespoir de la société civile qui s'est exprimée dans la rue, mais aussi une forme de questionnement sur l'avenir de ce pays-là, sur l'avenir de la démocratie. Alors, comme je le rappelle souvent, ce pays continue à vivre aussi bien les conditions et les conséquences d'une crise politique institutionnelle visible à Bamako, mais aussi une crise sécuritaire qui s'aggrave de plus en plus, notamment dans le centre du pays. Donc je crois que la CEDEAO a voulu donner l'exemple, mais cette institution, disons-le, est en même temps habitée par ses propres contradictions, avec non seulement la perception que les populations locales, que les populations commencent à avoir de cette CEDEAO-là, qui parfois est considérée comme une CEDEAO des chefs d'État, n'exprimant pas forcément la volonté des populations. Et je pense que devant ce dilemme-là, la CEDEAO a voulu couper l'accord en deux, donner un ton plus ferme avec des actions ciblées par rapport aux autorités militaires de la transition, mais aussi donner des gages aux populations que cette population ne doit pas être punie pour une faute qu'elle n'a pas commise. Très bien. Alors, quand on parle de sanctions, professeur Sogodogo, quand on parle de sanctions à l'encontre des autorités de la transition, de quelle nature sont ces sanctions? Merci pour l'invitation. Les sanctions, pour le moment, pour ce qui concerne, on parle des sanctions qui concernent les interdictions de voyage, notamment des premiers responsables, autrement dit des membres de la transition, mais aussi des sanctions financières qui peuvent concerner le gel des avoirs des membres de la transition. Il est dit aussi que ces sanctions peuvent concerner les membres de leur famille. Et il y a également des sanctions qui peuvent venir parce qu'il est dit que les autorités, n'est-ce pas, de la CEDEAO vont étudier la situation malienne et guinéenne pour envisager d'autres sanctions. Mais je disais attention à ces sanctions-là parce que très souvent, les embargos qu'on a vus dans le passé, notamment en 2012 et en 2018, c'est souvent des sanctions qui touchent plus les populations que les premiers responsables. Par exemple, le Mali étant un pays continental, s'il se voyait fermer les frontières avec les autres pays,
Cela créerait peut-être une crise sociale et même entre guillemets économique, parce que nous sommes un espace économique et monétaire. Et donc, les conséquences vont être ressenties en premier lieu par les populations. Ce qui peut desservir l'idée de la CEDEAO qui est de pousser les autorités à rapidement prendre les mesures nécessaires pour revenir dans une normalité. Merci. Alors, Ora Moussa Diawara, donc, vous avez évoqué la réaction de la société civile. Quelle a été, est-ce qu'aujourd'hui il y a une réaction officielle et quelle a été la réaction de vous en tant que société civile par rapport à cette décision de la CEDEAO? Nous pensons que, nous, à notre niveau, la décision de la CEDEAO, comme vient de le dire le président interlocuteur, a ciblé des personnalités de la transition. Notre crainte, c'était de revivre ce que nous avions vécu en 2012 en termes d'embargo ou au début du coup d'État, du 18 août. C'est de ne plus avoir accès au marché, c'est de ne plus avoir accès aux pays riverains, la fermeture des frontières, d'être en manque de produits de première nécessité, de carburant. Comme il a dit tout à l'heure, ces sanctions-là touchent beaucoup plus la population, la société civile que les dirigeants. Donc, je pense que la décision de la CEDEAO, je ne dirais pas que c'est sanitaire parce que c'est des sanctions contre mon pays, mais je dirais que c'est une décision qui est mesurée. À partir du moment où, quand on sort de l'ordre constitutionnel, on doit s'attendre à des conséquences. Donc, moi, jusqu'ici, je peux dire que je suis satisfait de la décision qu'a prise les chefs d'État de la CEDEAO, mais je crains parce qu'ils doivent se retrouver encore le 12 décembre si la situation n'évolue pas. Et moi, je pense qu'il sera très difficile de faire évoluer cette situation d'ici le 12 décembre du côté malien. Parce que à 3 mois, on ne peut pas, à l'état actuel, à mon avis, organiser une élection au Mali. Surtout que les autorités aujourd'hui ne sont plus dans cette logique d'organiser des élections le 27 février prochain, si je ne me trompe pas de date. Donc ça va être un peu difficile. Donc, même si, moi je dirais que c'est un sursis que nous venons d'avoir, en attendant, dans 1 mois encore. Et tout ça, là, ce n'est pas bon pour nous, pour notre morale, pour notre santé, parce que tout le monde ne vit pas directement de l'État. Nous ne sommes pas tous fonctionnaires. Nous sommes les plus jeunes vont aller à l'école, et nous sommes des entrepreneurs, nous avons des entreprises à gérer, nous avons des salariés à payer. Donc toutes ces menaces-là qui planent sur notre pays ne garantissent pas, ne rassurent pas nos partenaires avec lesquels nous sommes en train de travailler, et ça retarde beaucoup de projets, et cela peut avoir des conséquences encore plus dramatiques sur l'économie, sur nos activités que nous menons ici, même ceux qui sont dans le secteur informel. Nous avons remarqué que ces derniers jours, les prix commençaient à monter déjà, alors que il n'y avait eu aucune sanction. Donc, on n'est pas serein ici. Toute cette situation, nous en souffrons déjà à notre niveau ici, au niveau de la société civile. Déjà que c'était difficile, et si cette crise politique, on n'arrive pas à trouver une solution, ça va être compliqué. Et vraiment, du fait que la CEDEAO, les décideurs de la CEDEAO aient pensé à la population que nous sommes, et de faire la part des choses, que nous qui subissons aujourd'hui cette situation, de faire la part des choses entre nous et ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Donc, moi je pense que la sanction-là, elle a été mesurée, et j'espère qu'ils vont continuer dans ce sens-là, parce qu'après tout, je pense que c'est le peuple malien qu'il faudra protéger de toute cette situation, et de la crise sécuritaire, et de la pauvreté endémique qui est là, et même nous aider à résoudre cette crise démocratique, mais tout en pensant, d'accord, à la société civile, en pensant à nos mamans qui sont ici dans les marchés, en pensant à nos papas qui vont aller travailler, aux chefs d'entreprise et tous ceux-là qui échangent déjà avec les pays de la sous-région. Donc, si on se retrouvait dans une situation, comme je l'ai dit, fermeture de frontières, sanctions économiques, où les gens ne pouvaient plus avoir accès à faire des échanges en termes monétaires avec les autres pays, ça allait être très, très difficile. Donc nous, aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous sommes en sursis et nous attendons encore. Mais nous ne sommes pas sereins, pas du tout. Est-ce que vous pensez, Bakary Samb, que la CEDEAO pourrait élargir les sanctions et, en l'occurrence, stopper les échanges financiers et commerciaux avec le Mali? Non, ce n'est pas la bonne approche, d'autant plus que, comme l'a dit tout à l'heure mon collègue ami du mouvement Jeunesse Avenir, il ne faut pas quand même infliger à ces populations maliennes une double peine. La double peine, c'est que voilà une population qui, depuis des mois, cherchait pendant très longtemps un long processus à accéder à de meilleures conditions de vie, à avoir une vie démocratique
beaucoup plus saine, en l'occurrence en protestant contre le régime d'Ibeka, et arriver au bout de cela, avoir un coup d'État militaire et un autre coup d'État qui vient par la suite amener pas mal d'espoir d'évolution politique sur le pays, il ne fallait pas encore punir cette population pour ce qu'elle n'a pas fait. Maintenant, comme je l'ai dit, les positions peuvent diverger au sein de la CEDEAO. Le Sénégal, qui a des relations très étroites avec le Mali, avec aussi des intérêts économiques, avec les échanges, notamment avec le port de Dakar, qui est quand même ce couloir de respiration économique du Mali, avec une autre position. D'autres pays pouvaient imaginer des sanctions plus dures, notamment après l'expulsion de l'envoyé spécial de la CEDEAO, mais en même temps, il faut aussi voir ce qui se passe dans la région. La situation guinéenne est là, où il y a eu un coup d'État, certes, il n'y a pas d'agenda pour le moment donné par les autorités de Conakry, il n'y a même pas de calendrier, autrement dit. Est-ce qu'il fallait faire, je ne sais pas, user de deux poids, deux mesures, ou bien il fallait considérer la situation. Je pense que cette situation des sanctions prises par la CEDEAO, à mon avis, aide à couper la poire en deux, épargner la population de sanctions qui, alors dirait, en tout cas, compliquerait davantage ses conditions de vie, mais aussi mettre un peu de pression sur les autorités militaires au pouvoir. Maintenant, la question qui se pose, est-ce qu'il n'a pas fallu, au sein de ces débats, j'y étais pas, être plus réaliste, parce qu'au cours de ces mois qui arrivent, la difficulté matérielle, technique d'organiser les élections en février se posait, mais aussi, je crois, qu'au Mali, quand vous vous déplacez, vous voyez des soutiens à la rue, organisés ou pas, en faveur du pouvoir en place. Est-ce qu'il ne faut pas aussi prendre en compte le désir exprimé par certaines autorités en disant qu'il fallait organiser des assises de la refondation pour mieux préparer le Mali vers son avenir? Moi, je vois que véritablement, on va vers une incertitude, une forme d'incertitude. Est-ce que les autorités sont capables, d'ici le prochain sommet de la CEDEAO, à tenir le cap et à donner un calendrier plus clair? Est-ce que cette date qui sera proposée va satisfaire la CEDEAO et la communauté internationale qui, n'oublions pas, aussi a dû faire pression sur la CEDEAO ou sur certaines organisations? Maintenant, toute la question se trouve dans le dilemme suivant. Peut-on maintenant véritablement proposer des solutions, proposer des initiatives pour une sorte de crise à l'encontre des perceptions de la population? Parce que, naturellement, il y a la société civile qui proteste, mais qui est de plus en plus timide au regard des conditions politiques aujourd'hui au Mali, mais aussi une démonstration de force sporadique sur la place de l'indépendance à Bamako en faveur des autorités militaires au pouvoir, organisées ou pas. On voit quand même qu'il y a un rapport de force qui se dessine, et la CEDEAO, à mon avis, était bien contrainte à prendre en considération cette spécificité et ce contexte malien bien particulier. Professeur Sogodogo, comment peut-être envisager une sortie de cette crise malienne? Merci de me redonner la parole. Je crois que pour sortir de cette crise malienne, il va falloir que la CEDEAO continue dans cette marche de voir le cas malien comme un cas particulier et de prendre des mesures particulières. Parce que les mesures classiques de la CEDEAO, on les connaît, c'est des sanctions économiques, des embargos, c'est des sanctions dirigées contre les finances des premiers responsables. À un moment donné, cela ne suffit pas. Il faut que dans les solutions, que la CEDEAO s'attaque aux véritables racines du mal. Dans le cas espèce, le cas malien, aujourd'hui, il est envisagé que la façon de sortir, c'est les élections. Bon, les élections. Faut-il organiser au Mali des élections au cours desquelles peut-être les 2/3 de la population ne pourraient pas voter? Et faut-il organiser des élections qui vont faire de telle sorte que c'est une partie des Maliens, notamment Bamako et peut-être quelques régions du Sud, qui vont élire un président? Ou peut-être faut-il carrément repenser la façon d'organiser les élections qui pourrait permettre à tous les Maliens peut-être de participer, je ne sais pas, des votes en ligne, je ne sais pas, on peut toujours imaginer.
ce qui est sûr, les Maliens sont convaincus qu'aujourd'hui, il faut revoir la façon de gérer et d'organiser les élections. Donc, on a parlé d'un organe unique de gestion des élections. Et cet organe unique, pour la plupart des Maliens, il faut l'incruster, l'enraciner dans la Constitution. Et cet organe doit avoir la main sur l'ensemble du processus électoral, que ce soit le recensement, etc., jusqu'à la proclamation des résultats définitifs. Ce qui demande aussi non seulement de prendre des mesures courageuses, de procéder à une révision constitutionnelle. Parce que certaines compétences qui incombent à la Cour constitutionnelle ne peuvent pas être touchées, sauf s'il y a révision de la Constitution et de la loi organique. Parce que c'est jusqu'à preuve de contraire, c'est la Cour constitutionnelle qui proclame les résultats définitifs. Alors, vous voyez, si on veut arriver à cette façon de mettre en place cet organe-là et qu'elle puisse avoir le temps nécessaire d'organiser des élections crédibles, transparentes, inclusives, il va falloir donner un peu plus de temps aux autorités de la transition, si telle est la volonté. Faute de quoi, on peut toujours peut-être mettre en place un organe ad hoc et lui en faire en sorte qu'il soit assez participatif et inclusif pour qu'il y ait des élections. Mais est-ce que ces élections vont être des élections crédibles? Est-ce que ces élections vont nous donner un président qui va avoir une forte légitimité? Voilà autant de questions qui vont rester posées. Donc, pour revenir, je disais que la CEDEAO doit s'attaquer à la racine du mal, n'est-ce pas, faire en sorte d'accompagner le Mali pour que le Mali puisse organiser des élections crédibles. Et à ce niveau, il faut lui donner le temps et l'accompagner avec les moyens qu'il faut, n'est-ce pas, pour arriver à ces élections transparentes et crédibles. Et ensuite, il faut accompagner suffisamment le Mali, à mon avis, et sur le volet sécuritaire, la lutte contre le terrorisme, par exemple, qui est quand même le mal qui mine aujourd'hui le Mali et qui complique toute la tâche. Très bien. Je vous remercie. Est-ce que vous pensez, justement, restez avec nous, professeur Sogodogo, maintenant, il y a certaines rumeurs qui parlent d'intervention paramilitaire au Mali pour justement assurer plus de sécurité. Vous en pensez quoi? Alors, l'intervention, si vous faites allusion à l'intervention paramilitaire, vous faites allusion à ce qui se dit qu'il y aurait des Wagner, un groupe russe qui serait supposé intervenir au Mali? Oui. C'est bien de cela qu'il s'agit? Oui. Oui. Bon, jusqu'à preuve de contraire, le gouvernement malien dément cette démarche-là. Bien vrai que dernièrement, il y a eu 4 hélicoptères et des munitions que le Mali a reçus. Et ces hélicoptères, d'après le ministre de la Défense, ont été achetés sur le budget national. Et d'après le gouvernement, il n'y a aucun accord avec des forces russes qui devraient intervenir au Mali. Mais ils reconnaissent par contre des négociations ou encore des ententes avec la Russie, qui est un partenaire de longue date du Mali et qui pourrait jouer éventuellement un rôle en matière de renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité. Le ministre malien des Affaires étrangères... je vous laisse peut-être terminer, professeur, allez-y. Oui, je disais que jusqu'à preuve de contraire, il devient difficile de commenter ce point-là parce que nous entendons sur les réseaux sociaux qu'il y a Wagner qui doit venir, mais il n'y a rien sur le terrain, on ne voit pas de Wagner. Les autorités maliennes sont en train de démentir, donc on va mettre ça dans le compte des rumeurs. Très bien. Ora Moussa Diawara, on parlait d'une solution de la crise malienne. Vous évoquiez tout à l'heure l'implication de la population. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères malien a également défendu cette approche. Comment y arriver? Comment impliquer davantage, vous représentez d'ailleurs la société civile, comment impliquer davantage la population pour la sortie de crise au Mali? Voilà, donc... je le disais tantôt, nous assistons impuissamment à la gestion de cette crise, mais pas en étant en tant que des participants, mais je dirais plutôt en étant des spectateurs. Les décisions viennent d'en haut, il y a des gens qui décident à notre place, il y a des gens qui agissent en notre nom, alors que nous-mêmes ne sommes pas consultés.
je ne vais pas revenir sur les événements du 18 août, mais nous avons vu comment le CNT, le Conseil national de transition, a été mis en place. Et nous avons vu comment le gouvernement a été installé. Et je pense qu'aujourd'hui, les Maliens ont été mis devant un fait accompli. Nous ne sommes pas tous entièrement d'accord avec ce qui se passe, mais il faut avancer. Nous allons avancer. Mais nous parlons actuellement des assises de la refondation. S'il s'agit d'aller prendre quelques leaders par-ci et par-là, les mettre dans une salle et pour discuter de l'avenir du Mali, moi je pense que nous allons encore, je ne le souhaite pas, quelques années revenir encore à la case départ. Il est grand temps que les autorités maliennes et même la communauté internationale nous laissent, nous, peuple malien, nous, forces vives de la nation malienne, discuter réellement des problèmes du Mali. Qu'est-ce qui fait qu'après 60 ans d'indépendance, on se retrouve à d'interminables crises économiques, crises sécuritaires, crises politiques, répétitives à chaque fois. Il est grand temps aujourd'hui que nos intellectuels, nos décideurs et nous, sociétés civiles, qu'on se mette ensemble dans un cadre bien spécifique et poser toutes ces questions-là. Mais cela demande une certaine légitimité, une certaine inclusivité. Il faut que ce soit des Maliens et des Maliennes représentatifs de la population. Je ne parle pas de ces consortiums que nous connaissons ici sur le plan politique. Société civile, on en parle, mais il y a des sociétés civiles qui sont plus politiques même que les partis politiques. Et cela, il faut qu'il y ait une volonté au niveau du sommet de l'État. Que ce soit au niveau de la transition ou de ceux-là qui sont dans les affaires aujourd'hui, il faut que l'amour du Mali domine, enfin, pour qu'on puisse vraiment, qu'on ne fasse pas semblant de résoudre les problèmes. Nous venons de perdre une année. Tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, nous avons perdu une année. Et la CEDEAO a raison de taper du poing sur la table. Il faut qu'on aille au-delà de tout ça. Les meetings, aujourd'hui, le Mali a besoin de refondation, comme on le dit. Donc, si assise pour la refondation elle a lieu, qu'on fasse du sérieux. C'est l'avenir des millions et des millions de personnes en jeu. On ne peut pas. Et aujourd'hui, Ibeka est parti, nous savons comment il est parti. Parce que le peuple n'a pas été écouté. Et si nous faisons semblant aujourd'hui de gagner du temps juste pour rester au pouvoir, la transition, quelle que soit sa durée, elle va prendre fin. Et nous allons faire face à un nouveau régime. Et la transition devrait être mise à profit pour résoudre toutes les questions de fond. On ne pourra pas tout résoudre. Dire qu'il faut que la sécurité revienne partout au Mali pour qu'on ait les élections. La guerre a commencé il y a presque 8 ans, sinon plus. On n'a pas encore trouvé la solution à la question sécuritaire. On ne pourra pas non plus traiter de toutes ces questions, mais nous pouvons mettre les bases. Nous pouvons préparer le terrain pour le futur président qui va arriver. Et pour cela, il faut qu'on arrête de traîner du pied. Et que ce soit au niveau de la CEDEAO, au niveau du Mali. Moi, j'attends de la CEDEAO une pression ferme de la communauté internationale sur les autorités actuelles. Si on pose ces vraies questions, on pose les bases. On ne peut pas tout résoudre en moins de... On ne peut pas tout résoudre, même si on leur donne 5 ans, ils ne pourront pas tout résoudre. Mais que la CEDEAO et l'État malien se mettent ensemble, qu'on mette en place un nouveau cadre. Moi, j'appellerais ça un nouveau deal pour nous sortir de cette situation. Et que ces échanges qui vont avoir lieu entre Maliens, ces assises de la refondation qui sont prévues, que ce soit des vraies assises et que les partis politiques, la société civile, les élus, que toutes les composantes de la société malienne soient consultées et que cela se fait sous la garantie de nos partenaires, de la CEDEAO et à l'international, qu'ils soient garants de ces assises-là et que tous les engagements qui vont être pris dans cette organisation qui sera inclusive, nous allons nous y tenir. S'il s'agira d'organiser les élections dans 3 mois, les assises le diront. S'il s'agit de les organiser dans 1 an ou dans 6 mois, ce sont les assises qui le diront. Mais aujourd'hui, on ne peut pas, à l'heure actuelle, laisser le pouvoir en place, tout décider à notre place, tout organiser comme il le souhaite. Et nous savons, ça a été fait dans le passé, comment ça peut se passer. Il faut que les Maliens soient impliqués dans le processus. Il faut que les Maliens aient confiance. Il faut que cette crise de confiance qu'il y a entre les Maliens et ces assises de la refondation soient l'occasion pour nous de mettre tout ça, de dilater tout ça et de nous mettre dans un nouveau cadre et d'organes qui vont aboutir à l'organisation des élections accompagnées et suivies par la communauté internationale qui va aboutir à l'élection d'un nouveau président de la République. Et en ce moment, ce dernier-là aura la lourde tâche de gérer les autres questions. On ne pourra pas tout résoudre pendant cette transition. Donc la refondation, s'il y a lieu, et pour résumer ce que je viens de dire, il faut que ça soit vraiment inclusif. Parce qu'il y a un semblant d'inclusivité qui se passe actuellement et il y a un semblant de je ne sais pas. Nous, quand même, sommes au Mali, nous voyons que les choses se passent, mais en réalité, nous ne nous sentons pas concernés par ce qui se passe. Et moi, personnellement, je ne suis pas satisfait. Les groupements avec lesquels je travaille ne sont pas satisfaits. Et on regarde. À un moment donné,
faut pas qu'on soit obligé de reprendre encore, qu'on soit obligé encore de reprendre les mêmes choses, parce que tant que les vraies solutions ne sont pas posées, les problèmes vont persister toujours. Donc les Maliens ont des choses à dire, qu'on laisse parler les Maliens et qu'on parle du Mali et qu'on trouve des solutions. Donc c'est ce que moi j'ai à dire à ce niveau-là. Très bien. Peut-être quelque chose à dire à ce même sujet, Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Exactement, je suis à ce qu'a dit notre ami de Jeunesse Avenir. Il faut écouter les Maliens. Dans le cadre de notre approche nous au Mali, avec le bureau du Timbuktu Institute à Bamako, la première initiative mise en place était la parole aux Maliens pour la réconciliation. Eh bien, lors d'une étude, on voit qu'il y a plusieurs choses qui traversent la société malienne. D'abord, un besoin pressant de dialogue et de concertation. Et que les Maliens veulent aller vers cette inclusivité. Et quand on regarde aussi, il y a quelque chose de fondamental qui, à mon avis, reste un ressort très important sur lequel on peut construire l'avenir du Mali dans un cadre inclusif, c'est ce besoin pressant de dialogue. Mais les Maliens ressentent un profond, pas un dégoût, mais en tout cas, découragement vis-à-vis de la classe politique dans son entièreté. Tenez-vous bien, 79% des Maliens pensent que ce qui divise aujourd'hui les Maliens, ce n'est pas la religion, ce n'est pas la culture, ce ne sont pas les traditions, c'est la politique qui divise. Et aujourd'hui, mais ce qui est rassurant dans cette étude que nous avons menée au Mali, c'est qu'ils pensent qu'à plus de 80%, que ce qui réunit les Maliens pourrait être le sens de l'intérêt général. Cela rejoint ce besoin d'écoute de cette population malienne, pour laquelle on ne peut pas designer des solutions sans prendre en compte leurs véritables préoccupations. Mais en même temps, il y a un dilemme qui est là. Il y a en même temps ce besoin de régler les problèmes définitivement, parce qu'on a appris de la crise de 2011-2012. On est allé aux élections très rapidement avec les accords de Ouagadougou. On a vu ce que ça donnait dans le cadre du nord du Mali avec le statut de Kidal, etc. Mais aujourd'hui aussi, il ne faudrait pas que, en repoussant les élections tout le temps, on arrive au mois de juillet, si on arrive, on est déjà dans la période de l'hivernage. Il sera impossible d'organiser des élections. Et ce sera encore une crise à gérer. Je crois que véritablement, il faudrait un modus vivendi, essayer de procéder à un processus inclusif en écoutant les Maliens. Ils ont des choses à dire sur l'avenir de leur pays, ils ont des choses à dire sur la destinée de leur pays. Donner la dignité de solution à ces stratégies endogènes, que ce soit celle de la société civile et d'autres, et véritablement prêter une oreille attentive à cette rue malienne qui a des choses à dire pour l'avenir de son pays, mais aussi essayer de répondre à ces impératifs, quand même d'établir rapidement une démocratie qui fonctionne pour que le Mali puisse trouver des solutions pour cette crise politique qui perdure, mais aussi pour cette crise sécuritaire qui, à mon avis, est une crise régionale. Lorsque le Mali tousse, c'est tout le Sahel qui éternue. Le Mali est un puzzle important pour la stabilité de notre région. Donc ce pays-là a plus que besoin d'une paix durable, d'une stabilité qui fasse retrouver le Mali qu'on connaissait avec une société civile vivace, avec une société civile pleine de propositions, des femmes et des hommes qui aiment leur pays. Et je crois que c'est ça que véritablement mérite le Mali. Il faut que la CEDEAO les y aide, il faut que la communauté internationale les y aide, mais aussi il faut surtout qu'on écoute les Maliens et qu'on prenne en compte leurs aspirations. Professeur Sogodougou, peut-être une réaction? Oui, je suis d'accord avec mon professeur Bakary pour dire qu'il faut donner la parole aux Maliens. Et ce qui est attendu aujourd'hui à Bamako de la communauté internationale, c'est plutôt un accompagnement. Accompagner le Mali pour que le Mali puisse effectivement retrouver une certaine stabilité, mais que le Mali puisse réunir les conditions nécessaires pour la tenue d'élections transparentes, de véritables élections, pas des élections qui vont programmer et qui vont être, si vous voulez, si je veux le dire de cette façon-là, programmer de façon endogène un autre coup d'État à venir. Parce que si ces élections ne sont pas inclusives, si ces élections ne sont pas transparentes, si ces élections ne permettent pas aux Maliens d'exprimer leur voix, il est évident qu'on va vivre une autre crise post-électorale. Parce que, quoi qu'il en soit, qu'on le reconnaisse ou pas, la crise de 2020
a surgi juste après les élections. C'est après les élections que le conflit a... Voilà, et ce mouvement qui a conduit au départ du président Ibrahim Boubacar Keïta, IBK, c'est à la suite des élections législatives. Donc, les élections sont un véritable enjeu dans un État démocratique parce que les élections doivent être la seule voie d'accéder au pouvoir. Donc, ce n'est pas une question anodine. Et tant qu'on ne va pas donner les moyens et le temps nécessaires pour aller à ces élections-là, je ne vois pas comment on va sortir dignement et de façon, comment dirais-je, responsable de cette crise-là. Parce qu'il s'agit de sortir de cette crise en ayant fait le bilan de ce qui n'a pas marché pour faire autrement les choses. Mais en se précipitant, on risque de tomber dans les mêmes revers rapidement. Et ça va nous rattraper. Donc, je suis d'accord avec mes prédécesseurs pour dire qu'il faut mettre le Mali au centre de ces réflexions. Il faut mettre les populations au centre de ces réflexions également. Et les solutions, de mon côté, et que je conseillerais, en tout cas, si j'avais cette occasion-là de dire à la CEDEAO, c'est d'être encore davantage à l'écoute des différents acteurs politiques du Mali pour voir réellement quel est le délai raisonnable pour aller à ces élections. Je suis sûr que la charte de la transition l'a déjà clairement dit. Ce qui est sûr, les autorités de la transition ne sont pas candidats aux élections à venir. Et c'est pour cela, quelque part, c'est l'occasion vraiment de mettre en place cet organe unique de gestion des élections. Et beaucoup de reproches ont déjà été faits, que ce soit la mission de l'Union européenne d'observation électorale, que ce soit la CEDEAO même. Ils ont déclaré, ils ont montré beaucoup d'insuffisance dans le processus électoral au Mali. Et donc, il faut corriger tout ça pour aller à des élections véritables. Des élections, je veux dire par là, transparentes. Et je pense que, voilà, c'est de là la sortie. Parce que l'autre volet qui est la crise sécuritaire, nous savons tous que la CEDEAO a aussi des moyens, entre guillemets, assez limités. La CEDEAO, on ne dirait pas qu'elle n'a pas un accompagnement, mais son accompagnement aujourd'hui auprès du Mali pour sortir de la crise que le Mali traverse, d'un point de vue sécuritaire, est assez faible. C'est assez faible, la contribution de la CEDEAO aujourd'hui. Et donc, mais la CEDEAO peut être un atout aussi pour mobiliser d'autres partenaires. Notamment, j'ai vu que la CEDEAO avait demandé un mandat robuste de la MINUSMA. Un tel mandat offensif, si on le donnait à la MINUSMA, ça pourrait permettre que la MINUSMA puisse jouer un rôle que les populations maliennes attendent aujourd'hui. Parce que les gens sont surpris de voir que la CEDEAO est dans leur ville, à leur porte, et que voilà, elle n'arrive pas à impacter de façon positive sur le retour de la paix et de la sécurité. Et donc, voilà, elle joue un rôle, entre guillemets, et insuffisant au vu de son ampleur, voilà, de ce qu'elle représente sur la scène internationale comme étant l'émanation de l'organisation la plus puissante au monde qui est l'ONU. Absolument. Voyez-vous. Parfaitement. Ouais. Parfaitement. Pour revenir peut-être au rôle de la société civile, mais aussi au rôle de la femme, Ora Moussa Diawara, de la femme malienne, comment la femme malienne peut-elle contribuer à la résolution de cette crise dans le pays? Les femmes sont celles qui subissent le plus les conséquences de ces différentes crises. Et quand on regarde même sur le plan, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan législatif, etc., au niveau de la politique, au niveau de la gestion du pays, les femmes, elles ne sont pas assez représentées. Si nous partons à l'intérieur du pays, dans les localités qui sont concernées par la crise, ce sont les femmes qui se retrouvent encore en difficulté. Si vous regardez même la composition de notre gouvernement actuel, vous verrez que les hommes y sont plus représentés que les femmes. Et cela à tous les aspects et à tous les niveaux de l'organisation même de notre système. Donc, elles ne sont pas représentées, même au niveau des corporations, les groupements de femmes, les groupements de jeunes. Vous voyez que même au sein de ces différentes organisations, vous verrez que les femmes, elles sont en minorité. Mais il faudrait aussi reconnaître que ces dernières années, nous avons assisté
à une très grande évolution positive du leadership féminin. Nous avons de plus en plus de femmes, même si elles ne sont pas, comparées aux hommes, ce n'est pas assez représentatif, mais il y a quelques voix féminines qui se lèvent et qui donnent de la voix et qui défendent la cause féminine au Mali en général, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan économique. Nous voyons de plus en plus que via des différents projets qui ont été mis en place, via des initiatives qui ont été prises par-ci et par-là, nous voyons beaucoup plus nos sœurs au devant de la scène. Et je pense que celles qui ont été mises en avant, elles se défendent très bien. Et il faudrait seulement que les décideurs prennent en compte cette composante de la population malienne, parce que elles sont les mieux placées aujourd'hui pour placer ce débat-là dans son contexte. Quand il y a un soldat qui est engagé au front, qui décède, c'est une maman qui pleure, c'est une épouse qui pleure, c'est une sœur aussi qui est touchée. Donc, elles sont touchées indirectement ou directement par tous les aspects de la crise. Quand il n'y a pas d'emploi, généralement, vous connaissez nos sociétés, et ce sont les femmes qui se débrouillent pour essayer de joindre les deux bouts. Les hommes, ils vont travailler, les hommes, ils vont aller aux différentes activités, mais celles qui sont confrontées aux vrais problèmes de la vie de tous les jours, du quotidien, ce sont les femmes. Donc, je le disais tantôt, si nous devons faire des assises de la refondation, si nous devons nous asseoir et parler entre nous, il faudrait qu'elles soient écoutées, qu'elles soient entendues. Et je pense que si nous écoutons les femmes, elles pourront... Moi, je discute avec pas mal d'entre elles et nous nous retrouvons dans des forums, nous nous retrouvons il y a pas mal d'idées qui sortent de là, mais tout ce que nous voulons, que ces idées-là remontent, que ceux-là qui nous représentent aujourd'hui transmettent nos idées, même si nous-mêmes ne sommes pas appelés pour venir en discuter, mais qui nous écoutent et qui prennent en compte les points de vue, que ce soit les jeunes ou bien que ce soit les femmes. Il faut que chacun soit entendu. Et je pense que si on écoute les Maliens, entre nous, nous trouverons des solutions. Mais pour cela, il faut que le cadre il soit bien organisé. Il faut que le cadre il soit inclusif et que ce cadre-là il soit assez légitime pour que le vrai peuple malien vienne parler du vrai peuple et du vrai problème des Maliens et qu'on trouve des vraies solutions. Il ne faut pas que tout le temps, que ce soit à la télé, que nous entendons à la radio, que nous entendons des déclarations ou des changements de politique ou de programme. Donc c'est aussi ça la démocratie, c'est tout ce que nous demandons. Très bien. Un dernier mot sur le rôle de la femme, Bakary Samb, directeur régional du Tombouctou Institute, pour clore cette émission. Les femmes ont été très, très engagées pour la résolution de la crise malienne. On a vu l'entrée des djihadistes à Tombouctou, c'est de résistance des femmes du Gundam. On le voit aussi aujourd'hui avec des femmes engagées qu'on voit sur la société civile, notamment le réseau Tilouat, des femmes ambassadrices de paix. Je crois que le Mali, sur le plan du leadership féminin, a tellement de ressorts qu'il faudrait valoriser aujourd'hui et que, véritablement, comme l'a dit notre ami de la société civile tout à l'heure, si on les met en avant, je pense qu'elles ont des choses à apporter. Elles ont des solutions à proposer, mais pourvu que dans cette prise de parole des Maliens, on donne aussi aux femmes une part de cette parole malienne qu'elles ont portée de tout temps, au début de la crise au nord, au début, même aussi au sein du capital Blagou, du Guinée, on voit l'activité des femmes au service de la paix. Aujourd'hui, face à une crise politique majeure comme celle que ce pays est en train de vivre, il est temps aussi de leur donner la parole et de les mettre en avant, parce qu'elles ont justement des propositions, des préoccupations, mais je pense qu'elles se sentent concernées par l'avenir de ce pays, ce beau pays, si je veux dire, qu'il faut construire et qu'il faut reconstruire pour que véritablement qu'il retrouve sa place dans cet ensemble sahélien dont il est un peu très, très, très important. Merci beaucoup, Bakary Samb, directeur régional du Tombouctou Institute. Merci d'avoir répondu à mes questions et à nos questions ce soir. Et mes remerciements aussi au professeur Abdoul Sogodogo, vice-doyen de la faculté des sciences administratives et politiques à Bamako, et à Ora Moussa Diawara, président du mouvement Jeunesse et Avenir. Voilà, c'est la fin de questions d'actu. Très bonne soirée.